Libreville signifie Google Developer Group. Donc, vous êtes là pour un événement autour d'Angular, donc fait par Monsieur Adam Yakuba. Donc, on va commencer par une introduction, une petite intro. Je cherche l'écran limite. Ok, une petite intro. Donc, au début, on va passer par la première étape, les annonces et un message de bienvenue qui a été déjà fait. Après, on va entamer le talk, suivi des questions-réponses. Donc, petit récap pour les nouveaux, je pense, hein, il y a des nouveaux. CDG est une communauté, pas uniquement pour les développeurs, c'est vraiment, ça englobe tous les passionnés du numérique, que ce soit experts ou débutants. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de fournir un cadre, déjà, rassemblerait tous les acteurs du numérique dans un but de partager, d'entraide sur les nouvelles technologies. Donc, comme je disais, c'est vraiment, ça s'adresse à tout public, que ce soit Vous m'entendez? Que j'entends. Oui, C'est oui, bon, on non? t'entend. Okay. Oui, on t'entend. Ouais. Que ce soit des novices, que ce soit des experts. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas à se sentir un peu rejeté. Donc, comme objectif, c'est d'organiser des événements de façon régulière, développer, élargir l'intérêt pour les technologies au Gabon, faire découvrir les outils Google, valoriser la compétence locale et vraiment impacter l'écosystème gabonais. Donc, nous sommes sur Facebook, sur Twitter et sur notre nouvelle plateforme GDG Lead Community. Donc, j'invite quand même les membres à pouvoir retweeter sur l'événement, sur vos RS, en mettant hashtag GDG Libreville, afin de pouvoir, on va dire quoi, faire la com de l'événement. Donc, on va passer aux annonces. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. Une seule plutôt. Donc, prochain événement GDG, ce sera à l'honneur des femmes, le 17 avril 2021 à partir de 17h. Donc, les liens d'inscription seront envoyés dans le chat. Donc, déjà, pour tous les membres, vous n'avez pas accès au micro et à la vidéo, parce que c'est une fonctionnalité uniquement dédiée à les personnes qui veulent présenter. Donc, si au cours de la présentation, quelqu'un a besoin de parler, il nous signifie uniquement dans le chat et on lui donne la possibilité de le faire. Voilà. Donc, on va entamer par le talk sur Angular. Donc, je laisse la parole à Monsieur Adam Yakuba pour se présenter. Merci. Ok. Bonsoir à tous. Comme il l'a dit, je suis Adam Yakuba, développeur chez Auxilium, développeur web. Enfin, je pouvais dire développeur parce qu'avant de faire du web, voilà, je faisais autre chose. Mais aujourd'hui, principalement, on fait dans le web. Et en embrassant le développement web, j'ai choisi Angular, ce framework-là, pour voilà des raisons qui ont cadré plus avec l'environnement dans lequel j'évoluais. Et étant membre de la GDG, Angular étant une technologie Google, donc ce soir, nous sommes réunis pour pouvoir chacun partager notre expérience autour de cette techno-là. Donc, on va démarrer la présentation de la techno et puis après, il y aura tranquillement un partage autour de ça. Alors,
Voilà, ça c'est pour la fiche de présentation. Voilà. Et comme je disais, Angular, c'est. Vous avez mon écran, n'est-ce pas? Oui. Ok, voilà. Donc voilà, c'est un framework de développement web. Alors, qui dit framework, comme je dis, Angular, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un framework, et là, je précise bien front. C'est une précision très importante pour le développement web. Et il est basé sur JavaScript, en fait. Et son objectif, en fait, c'est de faciliter tout ce qui est développement d'applications single page, PWA, mobile et web. Et c'est quelque chose qui a été démarré en 2009 par l'équipe de Google. Mais dans l'historique d'Angular, de la version 1 à la version 1, disons avant la version 2, ça s'appelait AngularJS. Mais à partir de la version 2, ça a été réécrit en 2016. Ça s'appelle Angular simplement. Donc, s'il y a une chose que vous devez déjà avoir à l'esprit et retenir, c'est qu'il y a une différence entre AngularJS et Angular. Ça, c'est fondamental. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Angular, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est maintenu par Google. Et c'est quelque chose qui évolue assez vite. Quand je dis évolue assez vite, c'est-à-dire en termes de version. Vous avez deux versions chaque année. Parce que chaque 6 mois, on passe d'une version à l'autre. Donc, de 10 à 11. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui a, je vais dire, Angular aujourd'hui a 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la version 11. Donc, si vous divisez à peu près par deux, ça fait à peu près 5 années. Donc, nous sommes à la version 11. Alors, on sait déjà à peu près ce que c'est. Puis, tout le monde a une idée générale de ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour bien démarrer avec Angular? Alors, déjà, Angular s'articule autour de JavaScript. C'est une techno, c'est un framework qui est basé sur JavaScript. Mais pour bien démarrer avec Angular, vous devez installer Node sur votre machine. Et Node, c'est un environnement d'exécution JavaScript. Ça, c'est, on peut faire une autre présentation rien que pour Node. Mais ce soir, ce n'est pas exactement ce qui nous intéresse. Donc, un des trucs à installer sur votre machine avant de démarrer tout un projet sur Angular, c'est l'environnement d'exécution JavaScript qui est Node.js. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Angular CLI. Et là, il y a un outil qui s'appelle VS Code. Je dis bien, c'est un choix personnel, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a autre chose comme éditeur. C'est un éditeur de code simplement. Alors, en off, tout à l'heure, je pense qu'on a eu un petit débat où voilà. Donc, vous avez VS Code pour l'édition de code. Et bien sûr, vous devez avoir l'idéal, hein, ou alors ce qu'il faut connaître quand même, c'est du JavaScript, de l'HTML, du CSS, parce que ça s'articule autour de ça. Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière, la vraie puissance d'Angular vient d'un langage de programmation qui s'appelle le TypeScript. Et le TypeScript, en fait, dans l'esprit de la chose, c'est du JavaScript. Mais c'est un JavaScript qui est fortement typé. Quand je dis fortement typé, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même liberté d'écriture de code que vous avez avec JavaScript. Vous pouvez avoir des variables sans type, non. Avec JavaScript, c'est très strict. Donc, chaque variable que vous déclarez doit avoir un type et il va toujours recevoir le type que vous avez déclaré. Voilà. Vous faites un peu de la programmation, vous voyez un peu où je vais. Donc, en gros, TypeScript, ce qu'on retient, quand j'ai mis en rouge, c'est du JavaScript fortement typé. Et c'est sur ça que se base Angular pour pouvoir faire des développements avec. Donc, ça, c'est un élément très important pour le développement sur Angular. Donc, vous êtes obligé de connaître quand même TypeScript si vous vous lancez dans le monde Angular. Voilà. Alors, on va passer à. J'espère que je ne suis pas trop rapide dans la présentation. Vous me suivez? Juste. Ok, d'accord. Donc là, on va aborder, on a planté le décor sur ce que c'est aujourd'hui. Chacun peut dire ce que c'est Angular. On va se pencher proprement sur les caractéristiques et l'architecture du framework Angular. Alors, déjà, en termes de caractéristiques, Angular, c'est un framework. Quand on dit un framework, généralement, c'est un mot. Il y en a qui ont du mal à donner une définition exacte. Mais moi, pour faire simple, un framework, il faut le voir comme un atelier dans lequel vous avez vos outils, simplement. Voilà. Et le cas d'Angular, il est complet. Quand je dis complet, c'est-à-dire que si vous décidez de démarrer un projet Angular,
tout ce que vous aurez besoin d'utiliser, vous le trouverez dans le framework. C'est-à-dire tout ce qui est gestion des erreurs, le routage, gestion des formulaires, bref, tout ce qu'il faut. Les connexions, la gestion des requêtes HTTP, tout ce qu'il faut pour votre projet de A à Z, vous l'avez dans Angular. Ensuite, c'est un de ses gros avantages, contrairement à certains de ses concurrents, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Et autre chose, c'est que Angular est un framework modulaire. Quand on dit modulaire, c'est-à-dire que il est découpé en petits modules qui chacun fait quelque chose de bien précis. Et une fois qu'on les assemble, ça donne maintenant cette grosse machine-là qui est Angular. Ensuite, il est rapide. Et ces modules-là, en réalité, à la base, sont des composants. Voilà pourquoi on dit que dans Angular, tout est composant. Par exemple, je veux me connecter, j'aurai un composant pour gérer la connexion. Je veux faire quelque chose, j'ai un composant. Donc, je découpe mon truc en de petits modules qui peuvent être des composants et ensuite, je les traite. C'est-à-dire que mon gros problème, je le découpe en petits problèmes pour avoir une idée imagée. Et il est adapté aux nouveaux standards du web. Sur le web, vous avez des standards, notamment celui qui est en vogue, enfin qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui, qu'on appelle ECMAScript 6. Ça, je vous laisserai regarder. En abrégé ES6. Angular est prêt pour ça. Les nouveaux standards de web, c'est-à-dire tout ce qui va intégrer les PWA, et ainsi de suite. Voilà. Et ensuite aussi, c'est Angular, c'est orienté pour le mobile. C'est-à-dire que je peux démarrer un projet Angular aujourd'hui et avec le même code, je sors une version pour le web, une version pour le mobile. Et quand je dis mobile, bien sûr, c'est sur les deux plateformes les plus connues sur le marché, notamment Android et iOS. Avec un seul projet, je suis capable de sortir la version web, la version Android et la version iOS. Donc, c'est une des grosses forces du framework Angular. Voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est ses caractéristiques. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ce qui nous intéresse dans le cadre aujourd'hui, c'est ça. C'est ce sur quoi je m'apaisantis. Ensuite, on va passer à l'architecture. Alors, de base, il y a toujours, dans toute application Angular, ce qu'on appelle un module de base. Et quand vous démarrez un projet, vous avez ce qu'on appelle le app module. Donc, c'est le module de base. Donc, n'importe quelle application Angular que vous créez a au moins un module qui s'appelle app. Et ce module-là, comme je dis, c'est la base d'un projet. Ensuite, ça peut servir à regrouper des fonctionnalités. Par exemple, quand vous faites vos projets de développement, vous pouvez avoir, par exemple, un module qui concerne, comme je dis, la connexion, un module qui concerne, par exemple, la compta, un module qui concerne un autre corps de métier. Donc, vous découpez votre projet en plusieurs modules et dans chaque module peut fonctionner indépendamment. Et après, on peut assembler ces modules-là pour que, par exemple, ceux qui sont à la compta utilisent le module compta, ceux qui sont au marketing utilisent le module marketing, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, les modules, ils ont des caractéristiques, comme je dis, ils peuvent représenter tout partie d'une application, peuvent dépendre d'autres modules. Par exemple, si vous prenez une compta, elle peut dépendre d'un module de facturation qui, lui, fonctionne aussi différemment. On peut le partager avec d'autres. Et dans un module, comme je dis, on peut mettre des composants. Par exemple, si je prends le cas de la connexion, vous pouvez avoir vos fenêtres de connexion qui est un composant. Vous pouvez avoir votre bouton de déconnexion qui est un composant que vous pouvez réutiliser n'importe où dans votre projet. Voilà. Et ensuite, vous avez des trucs, des concepts qui sont propres à Angular, comme les services, les directives, les pipes et autres, les routages, ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée générale de Angular. Donc, le module, voilà. Et ensuite, comme je disais, on a le composant. Et un composant, il a des caractéristiques. Voilà. Déjà, pour connaître un composant, il aura une balise HTML personnalisée. Par exemple, là, je peux prendre, par exemple, comme je disais avec l'exemple du module de connexion, ça peut s'appeler app login. Ou si je fais un composant qui s'appelle GDG, bah, il va s'appeler app GDG. Donc, à chaque fois que j'appelle app GDG, c'est le composant GDG qui vient. Et il est défini par un sélecteur qui est cette balise, son code en HTML et puis peut-être le style qu'on va appliquer. Et tous ces fichiers-là et tous ces aspects-là sont représentés par des fichiers, notamment le fichier TS, qui est le TypeScript dont je vous parlais, qui est le langage qu'on utilise quand on fait du développement Angular. Donc, c'est un point TS. Vous avez le point HTML.
vous avez le fichier SCSS ou CSS qui lui est pour les styles. Voilà. Et le composant, il peut être utilisé aussi par un autre composant. Donc, en gros, voici l'idée générale d'Angular. Une fois que vous avez déjà ces concepts-là dans la tête bien installés, vous êtes prêt à démarrer des projets avec Angular. Voilà, vous savez un peu où vous allez. Voilà. Et ici, on va passer à les concepts essentiels qu'il faut quand même connaître quand vous démarrez votre projet Angular. Donc, ces projets, c'est ceux dont on a parlé déjà et on va revenir dessus. Donc, il y a des concepts comme l'interpolation, les pipes, le property binding, l'event binding, le two-way binding, ainsi de suite. Donc, c'est des choses que vous allez développer, vous allez connaître quand vous allez proprement rentrer dans le développement Angular. Donc, pour la petite histoire, la présentation, il y a le slide et tout de suite après le slide, on va essayer de faire un exemple de live coding parce que je ne voulais pas trop traîner sur le slide, plutôt porter la discussion vers le concept purement technique et voir avec un peu de pratique comment ça se fait. Donc, le slide, j'ai pas voulu mettre beaucoup de temps à passer dessus. Voilà. Donc, ce sont des petits trucs. Voilà. Donc, en 10 minutes, j'avais prévu évacuer, comment on appelle ça, la présentation et puis passer. Mais toutefois, on peut déjà démarrer. Je vais revenir. Je vais arrêter le partage et passer à… Voilà. Alors, ça va jusque-là? Vous n'êtes pas perdu? Allô? Ça va, ça. Allô? Ah bon, comme il y a des questions, est-ce qu'on les gère après ou bien mais Allô? euh, Oui, Allô? tu demandes quoi? je demandais, vu qu'il y a déjà des questions sur la théorie qui vient Allô? d'être présentée, est-ce qu'on démarre déjà pour les évacuer ou bien on attend pour le live coding? Bon, il y a pas tellement, hein. Donc ce serait mieux qu'on continue. Ou Bon, bien. alors, OK. Ok. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas entendu. Allô? Donc là, je vais repartager l'écran et on va démarrer une petite session d'un exemple en partant de zéro pour voir un peu comment est-ce que je peux démarrer un petit projet Angular rapidement sans trop souffrir. Voilà. Alors, là, je vais me mettre dans mon éditeur de code. Parfait. OK. Donc, visiblement, tout le monde a l'éditeur VS Code avec lui. Donc, je vais démarrer, par exemple,
à partir d'un petit projet Angular. Disons, je vais prendre un terminal parce que ce que vous devez savoir, c'est que généralement, pour démarrer un petit projet Angular, vous avez les commandes à taper. Et les commandes, tout à l'heure, je vous ai présenté au début de la présentation, on avait cette page-là. On disait pour bien démarrer avec Angular, il fallait installer l'environnement d'exécution JavaScript qui est Node, l'Angular CLI et puis avoir un éditeur de code VS Code. En gros, moi, j'ai déjà tout l'environnement préparé sur ma machine. Pour moi, tout est OK. Donc, il me suffit maintenant de démarrer mon nouveau projet. Et là, avec le terminal, par exemple, je vais me mettre dans un dossier que j'ai sur ma machine où je mets tous mes projets Angular. Alors, comment ça se passe? Pour démarrer un nouveau projet Angular, vous avez une commande à taper. Et la commande se constitue de commandes que le Angular CLI comprend. Par exemple, pour démarrer un tout nouveau projet, vous faites le ng new et vous donnez le nom du projet. Par exemple, gdg-démo. Le projet, mon projet, il s'appelle gdg-démo. Et Angular est un framework, il va donc m'installer toutes les dépendances qu'il me faut pour démarrer mon projet. Donc, moi, je lui donne la commande, je lui dis, il va le mettre dans ce répertoire. Donc, ça veut dire que si vous regardez ma ligne de commande, il va se positionner dans mon répertoire Angular. La première ligne, en fait, j'étais déjà dans un répertoire, mais je veux le mettre carrément à la racine du projet, du répertoire où j'ai mes projets Angular. Donc là, je dis, mon projet s'appelle GDG Démo, et ensuite, j'exécute ma commande. Donc, il va mouliner. Bien sûr, il faut avoir une connexion Internet parce qu'il y a des choses, des paquets qu'il va télécharger sur Internet via NPM, qui est notre paquet manager. Donc, il va télécharger. Ça peut prendre un peu de temps en fonction du type de connexion Internet que vous avez. Donc là, j'ai lancé. J'attends le temps qu'il charge un peu. Et il me pose une question. Là, la question qu'il me pose, c'est de me demander, est-ce que je veux ajouter l'aspect de routage d'Angular? En fait, je vais lui dire oui, parce que comme c'est un framework, j'aurais besoin de gérer mes routes. Je vais lui dire oui, ajoute-le. Mais sinon, si vous savez ce que vous voulez faire et que vous ne voulez pas ajouter le routage, vous dites non. Et moi, dans mon cas, je vais dire oui. Et il me pose une autre question. Est-ce que, voilà, la question qu'il posait, c'était, est-ce que je vais utiliser du CSS? Je dis oui. Et là, quand je lance, il va démarrer le téléchargement des paquets. Donc, ça prend un petit temps. Et pendant ce temps, vous pouvez, voilà, prendre un petit café. Voilà. Bon, pour la petite histoire, si vous prenez pas le café, ça marchera pas. Voilà. Donc là, on va attendre que tous les paquets soient téléchargés et il va tranquillement m'installer mon environnement, ainsi de suite. Et on va voir. Et pendant ce temps, je vais vous montrer dans mon répertoire. Je sais pas si vous avez l'écran. Voilà. Donc, si je viens dans mon répertoire de développement où je mets tous mes projets Angular, donc j'ai mes projets et vous voyez, il a créé un répertoire qui s'appelle GDG Démo. Donc, si je rentre dans GDG Démo, j'attends. Il est en train de télécharger les paquets. Et cette étape-là dépend fortement du type de connexion Internet que vous avez. Donc, ça peut vous prendre 5-10 minutes, voilà, le temps de la préparation de l'environnement. Et là, théoriquement, vous avez juste à attendre. Donc, voilà, je vais attendre que ça finisse de mouliner.
Voilà. Donc là, quand vous regardez le terminal, théoriquement, il a fini. Il a fini d'installer et puis il a dit voilà, tout est installé. Et à la fin, vous avez Successful Initialize Git. Bon, ça c'est parce que j'utilise GitHub pour la synchronisation des répertoires et autres. Mais ça, pour le moment, bon, ne vous en faites pas. Donc là, notre projet, il est prêt. Mais si vous regardez bien le terminal, vous voyez que je suis dans mon répertoire Angular, qui est ici. On est bien dans le répertoire Angular. Alors que moi, mon projet, c'est bien GDG démo. Donc, il faut que, avec mon terminal, j'arrive à me positionner dans mon répertoire. Donc, pour ça, tout le monde sait un peu ce qu'il faut faire. Je tape un petit CD et je fais GDG démo et je me place dans mon répertoire. Alors, je suis dans mon répertoire et je peux aussi l'afficher ici dans mon environnement de développement pour voir où est-ce qu'il est. Donc, je peux simplement venir dire là, je dis, vous avez une petite option ici, vous pouvez dire Open Folder, voilà, Add Folder to Workspace, ça dépend, quand je travaille avec les environnements, mais ça, c'est des petits détails vraiment. Mais je vais simplement ajouter le fichier pour qu'on voie l'arborescence ensemble. Voilà. Donc ici, vous avez lesquels je travaille, et là, vous avez le nouveau projet sur lequel on va travailler. Donc, vous avez plein d'Angular. On va essayer de voir à quoi correspondent ces répertoires, ainsi de suite. Voilà. Mais en gros, ce qui va nous intéresser déjà, c'est le SRC et le répertoire APP. Donc, comme je vous disais, Angular, d'abord, tout est question de module. Donc, le module principal dans une application Angular, c'est ce qu'on appelle le APP module. Donc, c'est le nom par convention que Angular a donné à ce truc. Donc, vous avez là un fichier qui s'appelle APP module TS. Et quand on regarde, voici ce qu'il a. Ça peut effrayer dans un premier temps, mais on va tranquillement aller, on va expliquer. Donc, ce module-là, il est en même temps module et il est en même temps un composant. Donc, on peut voir comment ça se comporte, ainsi de suite. Et là, vous avez les fichiers dont je parlais. Vous avez le routing module pour tout ce qui est gestion des routes. Il nous a posé la question quand on a lancé la commande, est-ce qu'on veut ajouter le routage? Généralement, par défaut, je l'ajoute toujours parce que c'est plus simple plutôt que de revenir à la fin. Donc, ça, c'est le fichier TypeScript qui va contenir la logique du routage. Vous avez le fichier CSS. Vous voyez, il s'appelle appcomponent.css, c'est-à-dire que c'est le composant app qui est en même temps le module ici. Et ici, vous avez la logique HTML. Donc, l'HTML, tout le monde sait ce que c'est. Et vous avez les débats dessus dans le groupe. Ici, qui est assez particulier, qu'on n'est pas obligé d'ajouter. Alors, c'est le fichier, en fait, les tests unitaires. Mais ça, c'est une toute autre partie, vers la fin. Mais il n'est pas obligatoire. Et ensuite, vous avez le app component TS qui, lui, contient la logique du composant. Et tout à l'heure, vous voyez, je vais vous parler des sélecteurs. Vous voyez? Ça veut dire que mon composant là, voici sa balise HTML qui s'appelle app-route. Donc, on a vu que c'est bon, il s'est présenté, voilà, mais comment est-ce que ça se présente dans la pratique? Donc, on va démarrer notre serveur pour afficher à quoi ressemble notre première application Angular qu'on vient de lancer. Et pour ça, il y a une commande aussi. Bon, les commandes, bien sûr, vous les trouverez dans la documentation officielle. Vous pouvez les composer avec les arguments. Donc, on va démarrer notre application avec ng serve. C'est-à-dire, ça, c'est en Angular, ça veut dire démarre-moi le serveur d'application et affiche-moi l'interface de l'application. Donc, je vais lancer. Il va tourner. Donc, il va compiler tous les fichiers à sa manière et ensuite m'afficher l'application à quoi elle ressemble de base. Donc, on va attendre un peu que le serveur démarre parce que derrière, il y a toute une… voilà. Donc, vous voyez, vous pose des questions. C'est la première fois, vous dites oui. Ça, c'est pour les questions sur les analyses des données que Google veut recueillir, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, je réponds oui. Je lance et il va mouliner. Voilà. J'attends.
Donc, il est en train de tourner. C'est la première fois puisque le projet, on part de zéro carrément. Donc, il va se lancer tout doucement. Donc, ça prend un petit temps parce que, bon, sur ma machine, j'ai sûrement d'autres choses qui moulinent, bien qu'elles soient puissantes, mais bon, voilà. Et là, il va démarrer la compilation. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de compilation. Il va compiler tous les fichiers qu'on a démarrés. Voilà, tac, tac, tac. Là, il est à 10%. On attend que tout se mette, toute la machine se mette en branle. Ok. En attendant, tu m'écoutes, Yacouba? Donc, c'est une première compilation. Donc, ça va prendre un petit temps. Voilà. Alors, il a fini. Il nous dit que c'est bon. OK. Vous voyez, vous avez le résultat. Maintenant, il y a une adresse par défaut sur laquelle le serveur Angular se lance. C'est toujours ça. Localhost avec le port 4200. Donc, on va exécuter et on va voir à quoi ressemble l'application. Voilà, de base, notre première application Angular qu'on vient de créer. Donc, vous voyez le titre ici. Il nous dit GDG Demo App is running. Ça veut dire que notre application est fonctionnelle, en train de tourner. On a tout, voilà. Ça, c'est cette logique-là. Vous l'avez ici dans, si vous regardez, en fait, c'est tout ce qui est implémenté dans le HTML. Vous avez ici le HTML qui d'abord, vous avez un CSS et vous avez tout ça. Donc, de base, c'est comme ça que l'application se présente. Après, vous, maintenant, avec votre logique, vous pouvez dire, bon, ben, moi, je vais changer tout ça. Je vais, par exemple, enlever le HTML, le CSS, je vais enlever tout ça et je vais mettre mes propres éléments. Alors, je vais venir d'abord sur la description du fichier HTML et TS. Vous voyez, par convention, le module de base, c'est app. Et le composant de base aussi, c'est app. Donc, si c'est un composant, je dis app.component.html. Ça veut dire que c'est le HTML du composant. Ensuite, j'ai le TS, c'est-à-dire le TS, c'est la logique de mon composant, là où je vais implémenter toutes les fonctions et autres. On va s'intéresser un peu à ce fichier-là parce qu'il est très important. C'est lui qui nous donne la logique du fonctionnement du composant. Déjà, on importe tout ce qui est gestion des composants de Angular Core, c'est-à-dire quand on a tapé notre commande, on a vu qu'il y a plein de fichiers qui sont téléchargés. Et ces fichiers-là sont dans Node module. Voilà pourquoi on a l'environnement d'exécution Node. Et dans Node, vous avez, par exemple, @Angular. Et dans @Angular, vous avez des choses, comme par exemple le core, où il y a toutes les grosses fonctionnalités d'Angular. Donc, nous, on dit, on récupère la logique du fonctionnement des composants à partir du Angular Core. OK. Une fois qu'on a ça, on a un décorateur. Quand vous voyez quelque chose en Angular qui s'appelle @component, par exemple, c'est un décorateur pour dire que c'est un composant. Et ce composant-là, qu'est-ce que je dis? Je dis son sélecteur, c'est AppRoot. Donc, partout où je vais appeler AppRoot, c'est ce composant qui sera affiché. Et lui, il a un template HTML qui est dans le fichier. Vous voyez, si vous faites la logique, vous voyez, je vais remonter ça. Quand on vient là, je dis, enfin, c'est le framework lui-même qui nous dit que le template de ce composant se trouve dans le fichier app.component.html. Si vous comprenez un peu la notion des chemins relatifs et des chemins des répertoires, vous allez voir que comme c'est dans le même répertoire, voilà pourquoi il met ./ pour dire que ce fichier, tu le trouves dans le même répertoire que le fichier app.component.ts. Et ici, j'ai un autre fichier, style URL, où je mets tout ce qui est style CSS. Alors, vous voyez dans le fichier style CSS, on n'a rien. Parce que, de base, qu'est-ce que le framework fait? Il vous met le style CSS qui est là. Vous voyez, tout ce qui est style CSS là, il vous le met dans le fichier HTML. Donc, la bonne logique veut que ce style-là soit déplacé et mis dans ce fichier pour que ce soit traité de manière différente.
Enfin, ce soit traité dans un fichier différent. Donc, on peut déplacer toute la partie style. Vous voyez, toute la partie style là. Je peux la déplacer. J'enlève et je vais la mettre dans le fichier style CSS. Voilà. Donc, si j'ai fait là, par exemple, il m'a sorti une erreur parce que j'ai mal découpé. Je peux revenir avec un CTRL Z, simplement. Je remets mon style. Et ce qui est ici, je l'enlève, il ne râle plus. Donc, ça aussi, faites attention. Quand vous décidez d'enlever une partie, assurez-vous que vous avez enlevé toute la partie qui correspond exactement à ce que vous voulez enlever. Donc là, si je refais, normalement, je pense que j'ai bien pris tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, théoriquement, il râle toujours parce que il y a quelque chose que j'ai oublié. Voilà. Et vous comprenez un peu la logique de comment ça fonctionne. On va maintenant faire un autre exemple, vous allez voir, qui est plus simple. C'est-à-dire que je reviens, là il a recompilé, je reviens sur mon application qu'il a créée, elle fonctionne. J'ai tous mes éléments. Je vais décider d'ajouter un composant personnel. C'est-à-dire que ce que je fais, par exemple, j'arrête mon serveur, je reviens. J'ai dit, bon, j'ai mon composant de base qui marche, ok, mais je vais décider d'ajouter un composant qu'on va, par exemple, appeler, disons, GDG simplement. Là, le truc, il s'appelle GDG démo, mais le composant lui-même, il va s'appeler GDG. Alors, je reviens pour voir, est-ce que vous me suivez bien là? Alors, un instant, je vais essayer de zoomer. Je vais essayer de zoomer. Alors, voilà, là, ça va mieux. Parce que quand je zoome, j'avoue que je ne vois pas moi-même. Voilà. Alors, il est où la loupe? Alors, est-ce que jusque-là, vous suivez la logique du... D'accord, je fais le contrôle B alors. Ça marche. Ça va? Ok, voilà. Ok. Donc, tout à l'heure, je disais, on a notre projet qu'on a appelé GDG et puis on a notre application par défaut, là, qui a notre composant par défaut qui est le app component. Maintenant, on peut me dire, bon, voilà, il faudrait ajouter un nouveau composant. Par exemple, un nouveau composant qui va être GDG, qu'on va décider d'appeler, par exemple, GDG présentation ou GDG simplement. C'est peu importe ce que vous voulez. Alors, pour les composants ou les modules, tout ce que vous voulez ajouter, vous avez toujours des commandes que vous devez saisir. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que pour faire un nouveau projet, il fallait faire ng new et puis le nom du projet lui-même aussi. Mais pour ajouter un composant à un projet, par exemple, là, je suis dans GDG démo. Si je veux ajouter un nouveau composant, je dois donc refaire la même chose, si vous voyez, ng. Mais cette fois-ci, au lieu de dire new, je ne dis pas new parce que j'ai déjà un projet qui existe. Donc, je vais générer un composant. Donc, je vais faire ng generate. Donc, c'est une commande du Angular CLI. Component. Voilà. Et puis, je donne le nom de mon composant. Par exemple, GDG. Mais souvent, c'est assez long comme commande à saisir. Donc, Angular vous permet de simplement avoir des petits raccourcis. Vous pouvez faire ng g et puis c pour dire ng generate component.
et puis vous donnez le nom du composant. Par exemple, GDG comp, par exemple. Voilà. Aussi simple que ça. Ça va? Je pose la question avant d'exécuter la commande. Donc voilà, cette commande-là, c'est simple. ng, gc et puis gdg-comp. C'est-à-dire mon composant s'appelle gdg-comp, aussi simplement. Et quand je dis entrée, on va voir, il va tourner. Voilà. Vous voyez, tout de suite, il me dit, OK, j'ai compris, je vais te créer un composant qui s'appelle gdg-comp et je te crée avec toutes ces spécifications. Donc, si on vient regarder, vous voyez, j'ai un répertoire dans app qui a un nouveau sous-répertoire qui s'appelle gdg-comp. Et quand on regarde, il a son CSS, il a son HTML. Et lui, son HTML, vous voyez, il dit gdg-comp work. Ça veut dire que mon composant fonctionne simplement. Et puis, il y a son fichier et lui, il a son TS. Et maintenant, quand on va analyser le TS, quand je dis le TS, comprenez le fichier TypeScript de mon composant, vous voyez que son sélecteur, c'est app gdg-comp. Alors que quand je regarde mon composant principal, le HTML de mon composant principal, alors je vais fermer ça. Voilà, lui il est là. Le TS, voilà. Voilà, le composant principal, vous voyez lui, son sélecteur c'est app-root. Ça veut dire que partout où j'appelle app-root, c'est le composant principal. Et là où j'appelle app, comme on l'a vu tout à l'heure, gdg-comp, c'est le composant gdg-comp que j'appelle. Et on va faire ce petit exemple-là. Par exemple, on voit que dans le HTML, dans le template, c'est gdg-comp works. Donc, si je décide d'appeler ce composant-là, par exemple, dans mon application, donc à partir de mon truc de base, donc je peux venir ici, où j'ai mon HTML, et à la fin, vous allez voir, voici notre application qui, on va dire, elle est fonctionnelle ici. Alors, j'ai des mots, je vais afficher. Voilà. Voici mon application de base. Avec, c'est-à-dire là, ce n'est que le module principal qui est lancé. Et j'ai créé un nouveau composant qu'on a appelé gdg-comp que je décide d'appeler ici. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon code? Je viens là, dans mon HTML de base, comment on appelle, du composant principal. Je dis dans ce composant principal, je vais appeler le composant que je viens de créer. Donc, pour ça, je l'appelle en fait comme j'appelais une balise HTML. Ça peut être un L, mais la balise personnalisée du composant. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, je dis gdg-comp. Alors, on va bien regarder le nom. C'est appgdg parce que vous voyez lui-même, il corrige. Et là, quand je lui dis, lui-même, il appelle automatiquement le composant. Donc, ça veut dire que si je relance le serveur, il doit nous afficher la logique de ce composant-là. Au moins ce qui est écrit dans le HTML. Donc, si on suit la logique, ça veut dire que dans le HTML, on a quoi? On a gdg comp work. Donc, sur mon appli ici, je dois avoir gdg work. Mais ici, je ne l'ai pas. Pourquoi? Parce que mon serveur, il est arrêté. Et je redémarre le serveur. Quand il va recompiler, vous allez voir que on doit avoir la logique du composant qui est affichée. Donc là, je rappelle ma commande qui lance le serveur, puisque je l'avais arrêté pour faire cette petite présentation-là. Donc, il va recompiler les fichiers et me relancer le serveur. Et vous allez voir un peu ce qui va se passer.
Alors, théoriquement, je vais fermer cette page-là, puisqu'on va relancer de nouveau le serveur. Voilà, et là, il a fini, il me dit que c'est bon. Donc, allez, je relance mon serveur. Alors, si vous remarquez, tout à l'heure, on n'avait pas ça en bas. Vous voyez ce que j'ai souligné, GDG Camps Work. On l'a de nouveau parce que j'ai décidé simplement que sur mon composant principal, qui est appgdg, j'appelle mon composant que je viens de créer. Et ce composant-là, je peux changer sa logique. Je peux aller prendre un code HTML n'importe où. Je viens, je change mon code HTML, je viens, je l'intègre ici, et puis il s'affiche. Par exemple, je vais dire, je change ça, je vais mettre, par exemple, un H1. Je vais mettre un H1. Voilà. Je dis, je fais un test, je fais une démo Angular. Voilà. J'ai fait mon truc, tac, tac, tac. Et en temps réel, mon serveur, il se rafraîchit. Et quand il se rafraîchit, vous voyez, il m'ajoute à chaque fois ce que je fais dans mon composant. Donc, ça, c'est une des puissances d'Angular parce que tous tes composants, une fois que vous avez réussi à découper votre projet, vous les appelez, ainsi de suite. Une fois que vous les appelez et quand vous mélangez vos composants, vous êtes tranquille, vous avez votre appel. Alors, là où la magie opère en réalité, ce n'est même pas ici. Quand vous démarrez un projet Angular, vu que c'est un éditeur, un framework développement front, en réalité, c'est parce que vous ne voulez plus vous fatiguer. Vous avez la notion de templating. En réalité, la vraie réalité, elle est là parce que vous n'allez pas passer le temps à coder à la main. Et moi, par exemple, qui vous parle, je viens d'un monde de développement des clients lourds où je faisais beaucoup de Delphi. C'est-à-dire que c'est vous-même qui dessinez vos interfaces, vous posez les boutons, vous imaginez. Donc, ce qui fait qu'en termes de design, je n'étais pas très futé. Donc, souvent, je regardais des modèles. Mais quand j'ai vu la logique de fonctionnement d'Angular, je me suis dit, mais pourquoi me fatiguer? Pourquoi? Pour une raison simple. Ce qu'on a fait, c'est du manuel. Vous allez aller sur vous allez trouver des choses, des applications qui ont du templating vraiment travaillé. Aujourd'hui, en un an de pratique, je crois que j'ai 2, 3 applications Angular qui fonctionnent d'entreprise. Mais je vous avoue que le design, je ne l'aurais jamais fait comme ça. Mais j'ai trouvé des templates. Et puis, quand j'ai appliqué les templates, alors voilà. Alors, on va regarder, par exemple, on va regarder des sites. En tout cas, ça, chacun sait où il peut trouver des templates. Voilà, donc voilà, chacun saura comment faire. La logique ici, elle est simple. C'est que vous avez vos templates, par exemple. On va venir sur Creative World. Ça, c'est Creative Team. C'est un site que j'aime bien. Ils ont de très beaux templates Angular. En fait, l'idée derrière, comme je vous dis, c'est que vous ne vous fatiguez plus. Vous voyez, par exemple, là, voilà un template Angular qui est libre. Vous avez le template. En fait, quand vous téléchargez le template, ce template-là, par exemple, on va le regarder. Vous voyez comment il est fait? C'est du HTML et du CSS. En réalité, quand vous téléchargez le template ou que vous l'achetez, il n'y a plus rien à faire en termes de design parce que vous avez déjà toute la logique. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous voyez, ils vous disent c'est du Angular 2+, à partir d'Angular 2, structuré avec Type+, ainsi de suite de HTML5, et on vous donne le truc. Donc, vous avez déjà cette logique-là qui est implémentée. Et chacun sait à peu près comment un template fonctionne. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il y a voilà un de mes gros problèmes qui est résolu. En termes de design, je n'ai plus à me casser la tête. Quand je prends mon template, je l'affiche, je comprends juste comment il fonctionne, je tape mes 2, 3 commandes qu'il faut pour installer les outils Angular, notamment les npm install. En fait, quand vous prenez le template, on vous dit ce qu'il faut taper comme commande en gros. Et après, quand vous présentez votre interface, vous l'avez comme ça. Ça, c'est parce qu'on l'a fait manuellement. Ouais, donc, c'est un peu ça le secret aussi qu'il y a derrière la présentation d'Angular. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un des gros avantages. Maintenant, ce qui va vous rester à faire, c'est qu'une fois que vous avez ça, dans la logique maintenant, là où vous aurez écrit du code, c'est du TypeScript. Par exemple, c'est là où vous aurez écrit vos fonctions de calcul, vos fonctions, comment on appelle ça, pour faire certaines choses, pour faire certains contrôles. Mais en termes d'HTML, CSS, c'est peanuts. Et c'est une des grosses forces que j'ai trouvées en Angular. Et vu que c'est un framework et que j'ai tout, donc vraiment,
je fais tout avec. Et puis après, quand je sors des trucs, souvent on me dit, mais comment tu as fait? Mais en tant que développeur, en tant que passionné, nous tous, on sait un peu comment ça se passe. Comme on dit, on ne réinvente pas la roue, quoi. La roue est ronde, elle doit juste tourner. Voilà. Donc, ce sont les petits types. Bon, c'est vrai qu'en 30, 45 minutes, on ne pourra pas voir tous les aspects, mais dans la partie débat, voilà, on pourra tranquillement en discuter. Donc, ce sont les grosses forces qu'il y a dans Angular. Et aussi, quand vous utilisez ce genre d'outils, notamment pour le travail collaboratif, ça vous oblige à avoir une certaine discipline. Une certaine discipline. Par exemple, moi qui suis en entreprise avec une équipe de 4-5 collaborateurs, je peux me permettre d'avoir une façon de coder qui n'est pas ordonnée. Pourquoi? Parce que vous pouvez intervenir sur le projet de quelqu'un, quelqu'un peut intervenir sur d'autres. Donc, il y a une certaine logique, une certaine règle qu'il faut respecter au niveau d'Angular. Comme c'est un framework, il vous oblige donc à avoir une certaine discipline de travail. Par exemple, l'organisation de vos fichiers, vous n'allez pas pouvoir les nommer n'importe comment, vous devez avoir une logique. Et si vous regardez le petit live coding qu'on a fait, tout a une logique. Par exemple, un composant, son fichier HTML, je l'appelle avec sa balise .component.html. On sait que c'est la partie HTML, la partie CSS, la partie TS, ainsi de suite. Et je peux ajouter des éléments comme ça au fur et à mesure. Pour le routage, il faut forcément que j'ai le routing module, ainsi de suite. Donc, je suis cantonné à respecter une certaine logique de développement pour que ça puisse sérieusement marcher. Voilà. Donc, voilà un peu les petits secrets qu'il faut. Après, le reste, c'est de la pratique et après, vous faites des choses merveilleuses avec. Donc, il y a des sites aussi qui vous donnent des exemples déjà faits. Il suffit de suivre, adapter, ainsi de suite, et puis comprendre comment est-ce que ça marche. Mais retenez que c'est vraiment un framework de développement front. Maintenant, pour le back, vous pouvez utiliser la technologie de votre choix, que ce soit du Node, du Java ou du PHP ou du Django avec Python. Ça, c'est au choix comment on appelle ça, euh, du projet sur lequel vous êtes. Voilà. Donc, pour en revenir au slide et terminer la présentation, il y a des choses, comme je disais, qui sont bonnes à savoir. Pour aller plus loin, vous avez la documentation officielle d'Angular. Alors, personnellement, je recommande tout ça parce que quand vous démarrez quelque chose, il faut éviter d'aller dans des tutos personnalisés. Quand je dis tuto personnalisé, ça veut dire que quelqu'un a fait un tuto sur une base. L'avantage de comment on appelle ça, la documentation officielle, ça vous présente tout de bout en bout. C'est-à-dire les concepts, tout, on vous explique. Par exemple, tout à l'heure en off, je discutais, par exemple, Angular même dans sa documentation officielle, voici les IDE qu'il vous recommande. Bien sûr, il y a le fameux IntelliJ dont quelqu'un parlait. Après, vous avez VS Code. Moi, par exemple, mon choix, c'est porté sur VS Code. Pourquoi? Parce que VS Code comprend bien le TypeScript. Parce que VS Code et TypeScript sont tous deux des propriétés de Microsoft. Mais libre à vous, selon la documentation officielle, vous pouvez utiliser Canvas et autres. Et vous avez le tooling. Vous avez tous les outils qu'Angular lui-même recommande pour bien travailler avec Angular. Donc ça, je vous conseille vraiment de ne pas trop vous éloigner de la documentation officielle parce que moi, dans mon cas, c'est elle qui m'a vraiment permis de me structurer et puis de démarrer assez rapidement. Voilà. Donc, autre chose aussi, vous avez Angular Material. Pour ceux qui font de l'Android, vous connaissez à peu près le concept de Material Design. En fait, ce sont des composants que Google met à disposition pour vos projets. Par exemple, les boutons, et autres. Vous voyez que vous avez des présentations. Quand on regarde, vous voyez un peu, on se demande, mais comment vous avez fait? Mais en fait, c'est des composants que vous allez simplement chercher et puis vous les appliquez. Par exemple, on a vu ici, vous prenez par exemple le cas d'un stepper, un truc que j'aime bien parce qu'il n'y a pas longtemps, je travaille dessus. Souvent, il y a des sites où on voit comment c'est fait. Mais en fait, c'est des composants qui sont déjà à disposition, dont vous avez besoin d'aller comprendre la logique et adapter à votre truc. Par exemple, là, je peux regarder le code. Voici le code HTML qu'il me faut pour générer ce composant. Donc, c'est un copier-coller. Et voilà le code TypeScript qu'il me faut. Donc, je copie ça, je le mets dans mon fichier Angular et puis j'affiche mon truc et puis j'adapte à mon composant. Et puis, je remplace des trucs. Voilà. Vous savez un peu, c'est un tutoriel. Voilà. Donc, vous voyez des présentations comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est la documentation officielle, les composants officiels Google. Quand vous voulez faire vos applications, vous pouvez personnaliser avec ces éléments-là. Et vous allez voir que il y a des sites qui utilisent ça. Ils ont des belles interfaces. Vous voyez, c'est des choses qu'on voit tous les jours, mais on ne sait pas forcément comment ça marche.
Mais il suffit de venir dans la partie des composants, voilà, vous trouvez tous ces éléments-là. Par exemple, si vous prenez le cas des calendriers, qu'on voit toujours, les date time picker, par exemple, vous voyez. Alors, je ne sais pas, j'ai un petit problème avec la... Ok, c'est bon. Voilà, vous voyez, des calendriers, des trucs qu'on voit toujours sur certains sites. On se demande comment ils ont pu faire, mais en fait, comme je dis, on réinvente pas la roue. Il suffit d'aller savoir où chercher le composant et puis comprendre. Là, par exemple, je veux sélectionner une date et puis après, j'ai le code. Donc, je vais juste comprendre le code. C'est du HTML, je présente et puis après, voilà. Donc, c'est tout. Une fois que j'ai compris les concepts Angular, j'ai compris le truc, je vais récupérer le code, je fais mon interface et puis voilà. Donc, ça, c'est des choses à connaître. Vous avez la même chose aussi avec Bootstrap. Alors, sachez que dans le monde Angular, il y a deux écoles en termes de composants. Il y a les composants matériels et il y a ceux de Bootstrap. Généralement, il y a des débats, d'autres, ils vous disent, j'aime Bootstrap, j'aime, bon, c'est des choix personnels, techniques, mais moi, je n'ai pas de problème parce que je peux trouver aujourd'hui un template, par exemple, qui a choisi d'implémenter Bootstrap. Vous voyez, par exemple, on a vu les calendriers de l'autre côté, on voit ici. Donc, je décide, par exemple, moi, bon, ben, Bootstrap ou Angular, j'ai la documentation, moi, ça ne me dérange pas. Je vais pouvoir aller lire le truc. Voilà, des trucs comme ça, vous voyez un peu. Donc, c'est des composants qu'on ajoute et puis on adapte à notre logique et puis on est tranquille, on fait de belles choses et puis voilà. Donc, c'est des choses, voilà pourquoi je dis pour aller plus loin, c'est des choses que vous allez connaître. Alors, vraiment, les deux dernières lignes, Ionic, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Ionic, en fait, c'est un framework aussi, mais qui a la capacité aujourd'hui de s'intégrer aux trois frameworks front du moment, notamment Vue, React et Angular. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va vous permettre de basculer sur l'aspect mobile avec Ionic. Mais je vais vous dire aussi, Ionic, c'est toute une autre présentation. Je vais simplement, vous voyez, il est fait pour fonctionner avec ça. C'est-à-dire qu'avec le même code Angular que j'aurais généré, quand j'ajoute la partie Ionic, ça me fait du cross-platform. Donc, j'ai mon application web, j'ai mon application mobile dans toutes ces versions, iOS, et ainsi de suite. Et puis, je maintiens mon truc comme ça. Voilà. Donc, c'est des petits trucs à connaître. Aujourd'hui, c'est des choses que tout le monde utilise. Et nous aussi, voilà, on se met dans la tendance pour pouvoir produire des choses du moment. Et vous avez aussi un autre concept, RxJS. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle de la programmation réactive. C'est l'avenir de la programmation, mais c'est des choses à connaître. Vraiment, c'est quelque chose à connaître parce que quand vous allez découvrir RxJS, vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Et ça, c'est vraiment des notions avancées. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais simplement vous en parler et puis chacun dans la documentation pourra comprendre. Parce que derrière, c'est des choses qui sont utilisées, par exemple, dans Netflix. Et si je ne m'abuse, RxJS, c'est une propriété de Netflix. Ouais. Donc, c'est des choses vraiment qui sont utilisées dans les technologies du moment pour pouvoir produire des choses basées, par exemple, sur les suggestions, plein de trucs qu'on peut faire avec. Mais il suffit de se documenter et puis comprendre. Donc, je tenais à en parler pour que vous puissiez voir. Et après, je vais vous donner un lien pour un tutoriel. C'est une page, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert. Et l'avantage, c'est un jeune étudiant camerounais qui est en Allemagne. L'un des avantages, c'est qu'il part de zéro et c'est en français. Parce qu'une chose que j'ai remarqué avec les gens avec qui j'ai essayé de mettre dans le bain, ils avaient un peu des bains avec l'anglais. Et là, cette chaîne-là, il explique en français les vidéos. Donc, vous êtes déjà facilement dans le bain. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande de suivre. Et puis, voilà. Donc, voilà pour la présentation. Je voulais pas être trop long puisque c'est jusqu'à 21h15. Voilà. Et puis, il y a une grosse partie, je sais, sur laquelle on va débattre parce qu'aujourd'hui, sur le web, vous avez trois grands frameworks front. Alors, je n'ai pas envie de dire trois grands frameworks. Vous avez trois technologies. Il y a Angular, React et Vue. Et si j'ai fait un petit condensé, il y a souvent ce choix, ce problème de choix qui s'impose. Pourquoi est-ce que je dois choisir Angular? Pourquoi je vais choisir React? Pourquoi je vais choisir Vue? Ça, on pourra voir dans la partie débat, échange. On va pouvoir échanger, pouvoir ensemble pourquoi. Et moi, j'expliquerai pourquoi je suis allé sur Angular. Et puis, voilà. Mais là, j'ai fait un petit résumé. Et puis, vous avez le lien de la chaîne, une chaîne YouTube qui vous explique dans les détails qu'est-ce que chaque technologie représente, ainsi de suite. Voilà. Donc, chacun, en fonction de ses besoins, pourra faire un choix et puis, voilà, sera fixé sur ça. Donc, sur ce, admin, la partie
Je vais dire ça comme en présentation, c'est bon. On peut passer à la partie débat. On peut ouvrir les micros. Je suis Allô? disposé. Voilà, on a toute la nuit. Voilà. Allô? Merci à vous pour votre attention et voilà, on peut échanger tranquillement. N'hésitez pas, toutes les questions, voilà, je suis disposé pour qu'on puisse approfondir des choses comme Dimitri, vous tu voulez. m'entends? Donc, je vais arrêter mon partage, Écoute, à moins que quelqu'un ne veuille que je revienne Bon, on sur dirait quelque que de chose. son côté, C'est bon pour souci moi. ou bien. Non, c'est Otalka qui n'entend pas. Ok. Il doit peut-être se Allô? déconnecter et revenir. Attends. Demande-lui de se déconnecter. Dimitri, demande-lui de se déconnecter et revenir. ouais, je pense que. Il a fait, hein? Est-ce qu'il a fait? Je Sinon, pense. Je vais. Non, il est toujours en ligne. Non, c'est bon. Il est parti pour C'est revenir. bon, je suis là, je suis là. Bah, après, j'ai dû rafraîchir parce que j'ai l'impression Ok. que, voilà. Là, c'est bon? Tu m'entends? Qu'est-ce que je disais? Ouais, là, je vous entends, ouais. Ok. Donc, on va passer à la partie questions-réponses Q&A Ouais. dans l'onglet en haut. Je sais pas si tu le vois. Ouais, je vois. Alors, oh, il y a beaucoup de questions qui sont passées. Ouais, il y a quand même. Alors, Attends, hein. Je tiens à préciser que ceux qui veulent poser leurs questions de vive voix spécifient dans le chat, comme ça on vous donne la possibilité de le faire. d'accord. Ok. Ok, alors je vais démarrer. Je vais voir les premières questions. Et il y a quelqu'un qui dit quelques exemples de réalisation en Angular. Alors, pour les exemples de réalisation en Angular, c'est simple, hein. Vous avez plein de sites sur lesquels vous pouvez aller et puis vous tapez, vous avez par exemple un site qui s'appelle Made with Angular. Made with Angular, vous allez moi, pour savoir si un site est fait avec une techno, j'ai un petit plugin sur mon navigateur, par exemple. Si j'arrive sur la page officielle d'Angular, je vais partager mon écran, vous allez voir. Alors, je partage mon écran. Je partage totalement mon écran pour que je veux répondre à la première question de Yves Legrand, là. Alors, c'est bon, vous avez l'écran. Par exemple, si je viens sur le site d'Angular, j'ai un petit plugin que j'ai installé sur, sur mon navigateur. Quand je le lance, il me dit, le plugin s'appelle Wapalizer. Il me dit quels sont les technos utilisés sur le site. Par exemple, là, je suis sur le site officiel d'Angular. Évidemment, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Angular, il est fait avec, vous voyez, framework JavaScript utilisé. Il vous dit, il est utilisé Angular lui-même et Zone.js. C'est bon, vous voyez, vous avez le partage? Oh, oui, oui. Voilà. Donc, En même temps, est-ce que tu peux partager le lien de la vidéo de notre cher Camerounais qui oui, c'est a dans fait le. le tuto? Ok. Je vous le donne. Attendez, je lance. Je lance. La page s'appelle Coulisses Tech. Attendez. Voilà, je reviens. Voilà. Donc, c'est ça. Coulisses Tech. On pourra mettre un petit extrait, vous allez voir. En fait, c'est vraiment bien parce que je vous dis, il part de zéro. C'est un français qu'on comprend. Voilà, l'accent, voilà. Par exemple, là, vous allez voir la partie Angular. Vous voyez, il part de zéro. C'est un tuto sur 34. Et pourquoi je dis que c'est bien? Parce que, en fait, au départ, j'ai discuté un peu avec le mec une fois. Commencé comme moi il y a à peu près un an. C'est-à-dire au moment où on est rentré en confinement pour la première fois. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui allait lancer le tuto. Vous voyez un peu. Donc, bonjour si à vous tous et suivez, bienvenue dans cette nouvelle. il Différentes vous parle en composantes français. sont très souvent utilisées dans différents Et frameworks. c'est un projet que vous démarrez de bout en bout. Voilà. Ouais. Lorsque nous sommes sur un site internet, Voilà. on aimerait. Donc, il va expliquer les concepts, il va rentrer dans les détails de tout ce qu'on j'essaie de résumer là. Parce qu'évidemment, en une heure, ce n'est pas évident. Mais lui, il vous donnera beaucoup de détails. Il va vous expliquer les concepts. Je crois que c'est des vidéos d'à peu près 10 minutes. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous regardez, vous avez tous les Bonjour éléments à qu'il tous faut. et Voilà. bienvenue Ouais, dans là, cette par nouvelle. exemple, j'ai parlé de notions comme le two-way banding, data banding, tout ça. Il va approfondir et vous pouvez suivre l'exemple. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je recommande pour les débutants. Voilà. Alors, je reviens à la prochaine question. C'est comment Angular génère-t-il
Le référencement. Alors, le référencement, c'est… Vous avez là deux types de référencement, SEO, SEO et puis SIA, je crois. Normalement, c'est des modules que vous ajoutez vous-même. Par exemple, si on revient sur la page d'Angular, est-ce qu'ici, on a des éléments de référencement? Non. Mais par exemple, je sais que si vous allez sur des pages comme attendez, Made with Angular, je vais vous sortir la page Made with Angular. Voilà, vous allez voir des exemples. On vous dit par exemple tout ce qui a été fait par Google et qui a été fait avec Angular. Ça, vous voyez par exemple, si on vient sur Google Open Source, voilà, le site en question, Google Open Source, je vais lancer mon petit truc là, il va nous dire voilà, voici les frameworks qui ont été utilisés et il y a souvent une partie SEO, il vous dit ce qui a été utilisé pour le SEO. Voilà, donc vous avez tous ces éléments là, généralement, qui sont, comment on appelle ça, disponibles à travers le framework. Donc, pour le SEO, pour répondre à la question attendez que je vois qui a posé la question. Voilà, c'est les éléments que vous ajoutez vous-même. Alors, Dimitri nous demande si Angular a un gestionnaire de paquets. Oui, le gestionnaire de paquets d'Angular, en fait, c'est NPM. Voilà pourquoi il faut installer l'environnement Node avant. Et remarquez une chose, en fait, dans Angular, il y a des fichiers de configuration. Je reviens sur l'écran pour que vous puissiez voir, pour que je donne un exemple concret de ce qu'il a dit. En fait, quand vous démarrez votre projet Angular, on a vu tout à l'heure qu'on faisait ng-serve pour pouvoir lancer le serveur. Mais en réalité, cette commande ng-serve là, puisqu'il se base sur Angular, si vous faites npm start, vous aurez le même résultat. Vous aurez le même résultat. Il va démarrer, vous voyez, il va lancer npm et il y a un fichier de configuration qui a toutes ces petites configurations-là. Normalement, le package.json. Vous voyez ici? Voilà. Quand on va démarrer, voilà, il va faire des liaisons, voilà. Donc, le Angular CLI, c'est pour utiliser tout ce qui est directement Angular. Mais on peut traduire ces commandes-là avec notre paquet manager. Donc, le gestionnaire de paquet d'Angular, c'est npm. Donc, si vous avez des éléments sur npm, vous pouvez directement les installer. Ça ajoute directement à votre framework Angular. Et l'avantage, comme je disais, avec ce framework-là, c'est que vous avez tout sur place. Vous cherchez quelque chose, vous allez, on vous dit, bon, par exemple, vous voulez ajouter un élément, il suffit qu'il y ait un paquet npm qui est fait, vous tapez, vous avez le truc, vous l'ajoutez et puis vous avancez tranquillement. Voilà. Alors, comment gérer la mise à jour? As-tu une notion d'observation? Oui. Les tests unitaires. Alors, je réponds à la question de Romaric sur les… Alors, il y avait une question sur les tests unitaires là. OK, donc la question sur les tests unitaires, c'est faisable. En fait, quand vous lancez la commande, il faut spécifier que vous voulez une exécution avec des tests unitaires. Et pour ces tests unitaires, vous avez le fichier spec.ts pour chaque composant. C'est lui qui détient la notion pour les tests unitaires. Voilà. Donc, c'est ce fichier-là qui va être parcouru par Angular. Il va tester chaque composant et vous dire, par exemple, là, il y a un problème, là, il y a un truc. Donc, c'est lui, ouais, il vous renvoie des résultats. Par exemple, ça, c'est en train de tourner, ça ne tourne pas bien. Donc, c'est ce fichier-là qui est intégré à chaque composant Angular que vous créez qui va gérer le test unitaire pour chaque composant. Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question. Alors, comment gérer la mise à jour d'un objet? Y a-t-il une option d'observation? Oui, oui, il y a une option d'observation, notamment avec le dernier concept que j'ai présenté, RxJS, qui fait en fait ce qu'on appelle de la programmation réactive. C'est-à-dire que lui, il vous fournit des concepts comme ce qu'on appelle des observables. Vous voyez? Vous avez des observables, vous avez des promesses, vous avez plein de trucs. Donc, chaque objet que vous mettez, il y a des notions de, comment ça s'appelle, le DOM virtuel, par exemple, qui va d'abord charger l'objet. Et une fois qu'il est transformé, il va à chaque fois mettre à jour au niveau du DOM du navigateur. Donc, cette notion-là, c'est comme ça que c'est digéré au niveau de Angular. Alors, comment un objet? Y a-t-il une option de ça? Oui, OK. D'accord.
C'est la même question. Ah, ok, j'ai la réponse. On était sur la notion d'observation, oui. Maintenant, quel est le poids du projet GDG? Alors, normalement, un petit projet comme ça en Angular, je vais regarder les propriétés. Je vais regarder les propriétés. Et il faut comprendre que c'est pas fixe. Là, par exemple, on va dire ça comment? À peu près, ça devrait pas dépasser 300 mégas normalement. Mais il faudra bien comprendre une chose. Ah bon, là, on est à 402 mégas. Alors, 402 mégas, c'est la taille du projet. Mais quand vous allez finir et que vous allez publier votre projet, par exemple, sur un serveur web, il n'aura pas cette taille-là pour une raison simple. Parce qu'il y a des choses qui ne vont plus être dans votre projet. Vous voyez, par exemple, le dossier Node Module, il ne sera plus là. À lui seul, ce dossier Node Module-là qui contient toutes les briques que vous avez utilisées pour construire votre projet, en fait, Node est déjà disponible sur un serveur distant et votre projet va simplement le chercher. Regardez, le Node Module à lui seul, il fait 401 mégas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est lui qui constitue en fait le gros du projet. Et par exemple, si vous utilisez des outils comme Git, c'est un des répertoires qui est dans le fichier Git ignore. C'est-à-dire, le fichier Git ignore, c'est celui pour lequel on dit tu n'as pas besoin de le mettre à jour parce que ça ne sert à rien. On a juste besoin de ça en local pour pouvoir faire nos tests et après, quand notre projet est publié, tous ces paquets-là sont déjà sur les serveurs en ligne. Donc, aujourd'hui, les projets Angular ne pèsent plus gros, sauf si vous avez un projet qui a beaucoup de composants, qui est vraiment énorme. Là, vous aurez vraiment un projet énorme. Mais de base, voilà. Et pour preuve, quand vous voulez même partager un projet Angular, vous pouvez donner tous les fichiers, sauf le NPM module. Mais quand la personne prend le projet, il faut qu'elle rétape la commande, notamment d'installation de notre module. NPM, avec un simple NPM install, il va retélécharger tous les paquets et puis le projet va pouvoir redémarrer. Mais au moins, il aura la logique des composants qui se trouvent dans SRC et app, tout ça. Voilà. Alors, OK, quel point? Ici, voilà, ça n'utilise pas de BDD. Alors, voilà une question qui est assez intéressante. Tout à l'heure, je disais que Angular, c'est un framework de développement web front. Je crois que j'ai un peu insisté sur la question ici dans la présentation. Je l'ai même mis en, voilà, je ne sais pas si vous voyez, c'est un front. C'est-à-dire que c'est pour tout ce qui est aspect visuel, interaction avec les composants. Maintenant, pour utiliser une base de données, à partir de là, vous faites des appels via des API qui seront consommés avec le front. Alors, cette notion-là, la question qu'il pose, elle est vraiment intéressante. Pourquoi? Parce que au début, ça peut paraître bizarre. Dans le projet, vous pouvez avoir des personnes qui ne s'occupent que du front, d'autres qui ne s'occupent que du back, ainsi de suite. Moi, dans ma manière de faire, quand je démarre mon projet Angular, normalement, si j'étais en train de faire comme je fais en entreprise, dans mon dossier GDG démo, j'aurais eu la partie que j'appelle back. J'aurais eu la partie front, j'aurais eu une partie front API et j'aurais eu une partie aussi que j'aurais appelé autre chose. Par exemple, je peux vous montrer rapidement un projet sur lequel c'est fait comme ça. Par exemple, ça, c'est un des projets sur lesquels j'ai travaillé. Vous voyez, de base, j'ai d'abord le back. C'est-à-dire, ça, c'est carrément les appels du back. Ce que j'ai appelé back office ici, c'est l'interface web. Ensuite, j'ai le front API et j'ai le mobile. Pourquoi? Parce que mon projet va consommer, que ce soit en mobile ou en back office, ils vont consommer tous les deux les mêmes API qui viennent du back. Et le back, il est fait en Java avec du Spring Boot. Donc, j'ai ici un truc avec du front API qui va consommer. Donc, ça, c'est un problème de structuration. Donc, la base de données, en réalité, elle existe, mais elle est carrément séparée de l'interface. Donc, vous faites simplement des appels via votre back à votre base de données qui vous fournit les données que vous transférez via vos APIs et puis après, c'est consommé en front. Ça, c'est la logique de développement un peu dans le web. Mais on pourra pousser ça tranquillement tout à l'heure dans les bars. Alors, hormis le typage fort, qu'est-ce que JS apporte, qu'est-ce que TypeScript apporte à JS? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de, comment on appelle ça, de standard du web au niveau de ECMAScript. Alors, on est où? On est où? On est où? Alors,
Alors, c'était dans les caractéristiques. Voilà. Alors, les nouveaux standards du web. Alors, je ne sais pas si, il y a des années en arrière, avant même de parler de TypeScript, on faisait toujours une différence entre JavaScript et PHP. Généralement, c'était une colle qu'on posait aux stagiaires. Enfin, je me souviens un peu, les anciens avec qui ils vous demandaient toujours, c'est quoi la différence entre PHP et JavaScript? Au début, vous êtes perdu. Mais en fait, la réponse qu'ils attendaient, ils vous disaient PHP est fait pour être exécuté côté serveur et JavaScript côté navigateur, front. Voilà. Aujourd'hui, JavaScript a posé les bases du web. Mais nous sommes arrivés à un niveau où JavaScript ne garantissait pas forcément tout ce qu'il fallait en termes de rigueur, de structure pour pouvoir, comment on appelle ça, produire un code efficient qui va gérer tous les aspects du web aujourd'hui. Quand vous utilisez TypeScript, en fait, TypeScript vous permet, en plus du typage fort, qui est une des caractéristiques principales qu'il apporte, il lui apporte aussi certaines notions, notamment la gestion des objets, la création des objets, des choses qui étaient assez difficiles à faire avec JavaScript. Je n'ai pas tout l'historique, mais il apporte une amélioration. Et en dehors de cette amélioration qu'il apporte, il apporte ce qu'on appelle la transpilation. Si j'ai bien la transpilation, donc je fais une recherche rapide pour m'assurer. Transpilation JS, voilà. Alors, cette notion-là, elle est différente de la compilation parce que c'est quelque chose qui vraiment pose beaucoup de problèmes. Donc, tout ce que vous écrivez de manière typée comment on appelle ça, en TypeScript, il est transpilé en JavaScript avec un support au niveau des navigateurs et qui respecte cette nomenclature-là. Donc, vous avez des exemples. Vous voyez un peu, voici un exemple ici qui est écrit en JavaScript et la même chose ici qui vous est fait en TypeScript. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est une des forces que TypeScript apporte. Et TypeScript, c'est un outil qui a été développé par Microsoft, voilà, pour résoudre tous ces petits problèmes-là. Je n'ai pas je vais dire ça comment? Toute l'exactitude des améliorations qu'il apporte, mais c'est pour simplement éviter toutes les libertés qu'il y avait avec JavaScript. C'est-à-dire qu'avec JavaScript, on pouvait se permettre de faire des choses. Je prends un entier auquel je passe un string, voilà. Alors, ça, avec tout ce qu'on fait avec le web aujourd'hui, notamment à partir de ES 2015, non, il n'y a que TypeScript qui peut supporter ça. Mais derrière, il le transpile en JavaScript pour la compréhension facile pour vos navigateurs. Voilà, je pourrais approfondir et puis dans le groupe, on en parlera. Voilà. Alors, y a-t-il un mode hot reload lorsqu'on code pour le chargement automatique de la page? Alors oui, en fait, le mode reload, il est normalement actif en temps réel parce que, regardez par exemple, là où j'ai lancé, est-ce que j'ai un serveur qui est disponible là? Alors, je ferme ça. Je ferme ça. Alors, je vais revenir sur… voilà, je vais lancer mon serveur qui est là. Vous voyez? Je lance mon serveur. Il est là. Et si je viens dans ma console d'administration, voilà, si je suis dans ma console d'administration, vous voyez, j'ai ma console. Dès que j'ai lancé, vous voyez ici, directement, mon serveur, il est fonctionnel. Et toutes les modifications que je fais sont prises en temps réel. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait une démo Angular. Donc, dès que je suis dans mon éditeur, je reviens sur mon composant. Tac. Je viens là. Par exemple, j'ajoute le cas. Le temps que je vais sur ma page, tout de suite, il est déjà pris en compte. Donc, le mode, c'est du temps réel, en fait. Il s'exécute temps réel avec Angular. Tant que vous n'arrêtez pas le serveur, il s'exécute en temps réel. Voilà. Alors, la question sur comment se gère la mise en production d'un projet. Voilà, quels sont… Alors,
la mise en production d'un projet, vous avez deux choses dans Angular. Quand vous démarrez votre projet, vous avez toujours ce qu'on appelle un environnement de développement. Vous avez, il y a un fichier, on va voir ici, vous voyez l'environnement. Voilà. Vous avez l'environnement d'abord de développement et vous avez un environnement de production qui est là. Donc, au moment où vous compilez vos projets, vous avez, au moment où vous lancez votre commande, vous pouvez lui dire, bon, là, j'ai fini mon projet, je vais pouvoir lancer mon fichier et le mettre en environnement de prod. Donc, il va automatiquement changer les paramètres. Vous enlevez tout ce qu'il faut. En fait, c'est les commandes. Quand vous lancez la commande, sur le site officiel, vous avez la commande. C'est Angular-prod, voilà, avec des petites options que vous lancez. Et là, il va vous enlever les fichiers dont il n'a pas besoin pour pouvoir le mettre à disposition, que vous le mettez à disposition sur votre serveur web. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à prendre le dossier, vous le déposez sur votre FTP. Après, le reste, c'est ajouter les questions de sécurité. Maintenant, les fichiers qui sont générés, alors les fichiers qui sont générés dans Angular, il y a tout un paquet, mais chaque fichier a, comment on appelle ça, des choses bien précises qui génèrent. Par exemple, vous voyez le package.json. Lui, il va définir tout ce dont on a besoin ici, toutes les dépendances de votre projet. Il va vous dire, bon, pour ce projet, voici la dépendance, voilà la version, voilà. Vous avez le package block.json qui lui aussi va définir les versions de certaines choses qui sont prises en compte, que vous pouvez modifier, ainsi de suite. Donc, chaque fichier a une configuration particulière que vous pouvez adapter en fait à votre projet. Par exemple, vous avez les gens qui ont développé des choses qui fonctionnent que sur certaines versions. Donc, si vous travaillez avec eux, ils vont dans leur package, disons, modifier la version de manière à ce que ce soit toujours cette version-là qui soit utilisée, par exemple, par les outils comme Webpack et autres, pour que leur projet puisse démarrer. Donc, c'est vraiment en fonction du projet que vous choisissez toujours le truc. Et pour preuve, vous voyez, c'est un framework qui évolue tous les 6 mois. Je vous assure que entre la version, je vais dire 9 et 11, vous n'avez pas beaucoup de différence. Mais c'est des petits détails que Google ajoute et puis ils vous disent, bon, on est passé à telle version. Donc, vous, en tant que développeur, suivre cette évolution-là, je vous assure que ce n'est pas quasiment évident. Par exemple, si vous utilisez un template, vous pouvez voir que votre template, si vous l'avez acheté pendant la version 9, et bien qu'on a la version 11, il n'a pas forcément fait toutes les mises à jour. Donc, vous ne pouvez pas suivre forcément le versionning que Google impose comment on appelle ça, à l'évolution du framework. Donc, c'est en fonction, vous, de vos projets, de la structuration que vous avez adoptée, que vous allez. Nous, par exemple, dans notre cas, chez Auxilium, qu'est-ce qu'on fait? Quand on démarre un projet, par exemple, on le démarre, on va dire, aujourd'hui, si je dois démarrer, je démarre en version 10. Et en fonction de si j'ai un contrat, si j'ai pas un contrat, je sais que ce truc-là, je vais le faire évoluer, par exemple, toutes les années, toutes les 2 ans, ainsi de suite. Donc, j'ai par exemple mes modules qui sont prêts en fonction des intégrations que je vais faire, par exemple. Imaginez, j'intègre une bibliothèque que j'ai pris quelque part sur GitHub qui fonctionne qu'avec la version 10. Donc, quand je fais ma mise à jour, je m'assure que cette bibliothèque-là doit fonctionner, par exemple, avec la version d'Angular qui est là. Et quand je vais, quand il va générer ces fichiers, je vais moi-même, par exemple, aller dans là où il gère les dépendances, lui dire, au lieu d'utiliser telle version, voici la version que tu vas générer. Donc, je ne le laisse, c'est pas automatique, en fait. Voilà, c'est vraiment en fonction du projet que vous développez et de là où vous voulez aller. Alors, donc, moi qui suis un toum sur Internet, je ne peux pas faire de l'Angular. J'ai envie de dire, pas que de l'Angular, même de l'Android, je ne suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un gestionnaire de paquets, généralement, il faut toujours avoir Internet pour pouvoir télécharger des paquets. Que ce soit NPM ou Yarn ou autre chose, avec du PHP, Maven, tout ce que vous voulez, ou forcément, il vous faut une connexion Internet. Ça, malheureusement, j'y peux rien. Et puis aujourd'hui, bon, tout bon développeur, quand même, un des outils qu'on utilise, c'est le plus, c'est Internet parce que vous êtes un peu bloqué, il y a un petit problème. Voilà, vous ouvrez vite un petit Google ou un petit Stack Overflow, pouvoir faire une recherche, voir s'il y a des gens qui ont eu les mêmes soucis et ainsi de suite, quoi. Voilà. Le mec doit déménager, quoi. C'est pas possible. Bah, écoutez, il doit se mettre à jour, pas déménager.
va se mettre à jour. D'autres questions? Qui pensait qu'il y avait Canal Box en tout. Normalement, ils sont en train de s'étendre. Hein. Alors, à la fin de mon template, de ma présentation, vous avez vu que j'ai laissé cette image. Allô? On t'écoute. Alors, je reprends à Basile qui dit que pour celui qui utilise le JS, combien de temps faut-il? Alors, en termes de temps, j'ai envie de dire non, parce que c'est quasiment la même chose. C'est juste que ce qu'il doit comprendre, c'est que il doit être plus strict. C'est-à-dire qu'il ne va plus faire des choses où il va déclarer un string. Et même là, le compilateur va le ramener à l'ordre. Il va refuser. En JS, vous déclarez une variable, vous mettez n'importe quel nom. Alors, avec TypeScript, vous êtes obligé de dire, si vous avez dit que c'est un integer qui reçoit, eh ben, il attendra un integer et il sera plus strict. Donc, en termes de temps, il n'y a pas, je ne veux pas dire qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines à attendre, non. C'est juste que ça va vous imposer d'être plus strict avec le code que vous produisez. Mais une fois que vous avez la base JS, c'est bon, quoi, vous démarrez. Parce que TypeScript, comme je vous dis, c'est du JS, mais en fortement typé, simplement. Voilà. Alors, je disais que le débat, généralement, qui revient aujourd'hui, déjà, quand vous êtes dans le monde du web, vous avez ces 3 frameworks-là, Angular, React, Vue. Vous êtes obligé de vous positionner, soit sur tous les 3 pour ceux qui ont beaucoup de temps, ou alors de maîtriser un. Mais le problème que ça pose, c'est que quand vous analysez la spécificité de chaque truc, vous allez voir que le cas d'Angular, en réalité, lui, c'est un framework. Pourquoi framework? Parce qu'il a tous les outils qu'il faut pour pouvoir travailler sans sortir du cadre. Alors que React et Vue, en réalité, c'est plus des librairies que des frameworks. Je ne sais pas si déjà cette approche-là, vous êtes d'accord avec. Allô? Allô? On t'écoute. Engager le débat. Il est parti, il est revenu, on dirait. Il est actualisé. Non, il n'est pas encore revenu. Bon? Alors? En fait. Ouais. J'ai dû recharger ma page parce que j'entendais personne. Ok. Alors, je disais que sur la dernière page, il y a toujours cette comparaison qui va venir, soit pour les gens qui se lancent, soit pour les gens qui sont déjà dans le domaine, ils vont vous dire que c'est ça qui est mieux. Alors, c'est vraiment un débat dans lequel je n'aime pas rentrer. Pourquoi? Parce que j'ai dit c'est en fonction de ce que chacun veut faire. Le terme framework, quand on regarde ces 3 textes-là, il est plus adapté à Angular. Pourquoi? Parce que Angular, quand vous démarrez chez Angular, vous avez tout sur place. C'est-à-dire que c'est comme vous rentrez dans une boutique, vous voulez acheter quelque chose, vous avez tout dans la boutique. Donc, vous faites vos emplettes et puis vous sortez. Alors que les autres, ils n'ont pas forcément tout. Tu prends un, tu pars là-bas, tu ressors, puis tu reviens, tu fais, voilà. Donc, c'est un débat qui revient régulièrement parce que React et Vue, en réalité, ce sont des librairies plutôt que des frameworks. Je ne sais pas, comme je disais, est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche? De toute façon, dans la vidéo, si vous suivez la vidéo, le gars, il explique bien. Maintenant, en fonction de votre positionnement, il y a des choix à faire. Imaginez que vous êtes un étudiant, vous démarrez, vous vous lancez dans le web. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous démarrer? Et là, il essaie de donner des arguments. Il vous dit, par exemple, le cas de React, c'est très populaire. Mais on peut aussi facilement se casser la gueule avec React. Alors qu'Angular,
quand vous faites de très, très gros projets quand même, parce que les projets sur lesquels, par exemple, j'avoue qu'on travaille, c'est quand même c'est assez long. Quand je dis assez long, parce que il y a beaucoup de modules, il faut comprendre les logiques du métier d'abord, voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des choses un peu facilement, parce que déjà, les utilisateurs, le casse-tête je vais dire ça comment, ils vous donnent, vous êtes obligé de contrôler beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il faut beaucoup de rigueur dans le truc. Et c'est une des choses qui a fait que, en analysant ces technologies, nous, on a opté pour Angular parce qu'on s'est dit, bon, avec Angular, on aura beaucoup plus de contrôle. Alors qu'avec les autres, on peut obtenir des choses assez rapidement, mais en termes de plantage, on vous appelle tous les jours que ben, votre application n'a pas contrôlé ça, ça n'a pas fait ça, alors que voilà, il y a beaucoup de petits trucs comme ça. Allô? Du coup, oui, allô? Ok. Yacouba, Oui, est-ce que on pour arrive. la question, je pense que tu as répondu déjà à toutes les questions. Oui, je pense, oui. Ouais. Donc, je pense que ce serait bien qu'on clôture et après on passe la partie. Ah, La ok, partie bah, il n'y a pas de souci. C'était déjà Ah, lancé. j'étais en avance. Ok, bon, ben, Oh, je te laisse clôturer. oh, ok, d'accord. Donc, merci à toi, Yacouba, pour, euh, C'est moi qui vous remercie. les- pour l'éclaircissement autour de ce qu'est Angular. Donc, moi, déjà, ce que j'ai compris, c'est que tout est composant là-bas. Ouais, Il y a une structure bien définie qui t'impose une façon de exactement. faire. Ça, c'est Ouais, ce que j'aime. Parce que déjà, le code le web est vaste. Donc, tu peux très, ouais. te perdre facilement. Une autre chose, c'est que dans chaque composant, si je pense bien, c'est séparé en plusieurs parties. Il y a le code HTML, le code JS et la partie CSS. Exact. Contrairement à d'autres qui mélangent tout, moi, je trouve pas ça digeste et lisible. Donc ça aussi, c'est un point que j'aime. Donc déjà, merci pour ta présentation. Merci pour les participants. Merci pour les questions aussi. Donc, concernant le slide et la vidéo, ce sont des informations qui vont être publiées au cours de la semaine. Donc, on va monter la vidéo et on va récupérer ton slide et le publier. Donc, je pense que on a un peu fait le tour. Je tiens aussi à informer à tous les membres de pouvoir retweeter sur l'événement, dire que vous étiez à l'événement, comment vous avez trouvé l'événement. Ça, vraiment, ça nous aidera dans tout ce qui est référencement. Déjà aussi d'aller liker notre page Facebook et Twitter. Donc, je pense que j'ai un peu dit le tour. Je vais te laisser le mot de fin et on va clôturer. Bon, ben, écoutez, c'est moi aussi qui vous remercie de m'avoir sollicité parce que vous savez que ce genre d'échange-là, ça permet à tout le monde d'élever son niveau. Parce que croyez que même si je pratique la chose, j'ai dû encore faire beaucoup de trucs pour être sûr que la petite expérience qu'on partagera, voilà, ça va pouvoir éclaircir. Et au travers des questions, vous voyez que il y a des gens qui ont posé des questions pertinentes, vous avez vu, j'ai fait des recherches sur place pour pouvoir y répondre. Et c'est vraiment un échange structuré. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment. Et j'ai beaucoup apprécié cette logique-là dans GDG. C'est du partage. On n'est pas là pour dire que c'est moi qui fais ça, ça. Chacun vient présenter ce qu'il fait, il apprend des autres. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça avance. Donc, je suis très content aussi pour tous les participants, les questions, la logique. Et je nous souhaite le meilleur. Voilà. Et puis, on aura la partie débat tout à l'heure qui, je suis sûr que, voilà, quoi. Ça va fuser, quoi. OK. Juste pour répondre à Basile, oui, on a un groupe WhatsApp. Le lien va être envoyé d'ici peu dans la partie chat. Donc, merci à tous. Je vais juste fermer l'enregistrement et puis on va partir sur les débats, quoi.